Mon père leva sa flûte de champagne au bout de la table et sa voix résonna dans toute la salle de réception. 40 ans de mariage, dit-il, et ce soir nous célébrons la femme qui m'a tout donné. Il se tourna vers ma mère. Puis son regard se posa sur ma sœur cadette qui rayonnait à ses côtés dans une robe en soie crème. Et ce soir, poursuivit-il, nous célébrons aussi le prochain chapitre, ce petit enfant que nous attendions tous. J'étais debout près du fond de la salle, tenant un verre d'eau gazeuse, observant mon père porter un toast à un bébé qui n'existait pas encore. Ma sœur était enceinte de 4 mois. 4 mois. Pendant ce temps, ma propre fille, sa véritable première petite fille, venait d'avoir 10 mois ce matin même. Elle était à la maison avec mon mari, dormant dans son berceau avec une petite grenouillère ornée de minuscules abeilles brodées que j'avais choisies moi-même. Mon père ne l'avait jamais rencontrée. Laissez-moi revenir en arrière, car je sais ce que cela implique. Je sais ce que vous vous dites. Comment un homme peut-il ignorer l'existence de sa petite fille? Comment cela est-il possible dans une famille de notre époque, avec les téléphones, les courriels et les réseaux sociaux? Je me suis posé ces mêmes questions pendant longtemps. Et la réponse, lorsque j'ai enfin réussi à reconstituer le puzzle, était plus ignoble que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je m'appelle Élodie. J'ai 31 ans. Je suis architecte en structure au sein d'un cabinet qui conçoit des centres hospitaliers. Et depuis 6 ans, j'habite à Lyon. Loin de ma famille restée à Bordeaux. Ma famille fait partie de ce que l'on appelle ici la vieille bourgeoisie bordelaise, ce qui signifie essentiellement que mon père possède la moitié de l'immobilier commercial du centre-ville, et que ma mère siège à tous les conseils d'administration des œuvres caritatives dignes de ce nom. Ma sœur cadette, Amélie, de 4 ans ma cadette, n'est jamais partie. Elle a épousé un banquier nommé Damien à ses 23 ans et s'est installée dans une maison à 6 minutes de chez nos parents. J'ai toujours su que j'étais la fille la moins favorisée. Ce n'est pas être dramatique, c'est un fait. Comme dire que j'ai les cheveux bruns ou que mon œil gauche est légèrement plus faible que le droit. Amélie était la jolie, la charmante, celle qui pouvait entrer dans une pièce et faire rire tout le monde. J'étais la discrète, celle qui aimait les mathématiques, celle qui préférait lire dans un coin plutôt que de danser lors des galas mondains. Mon père nous appelait son livre et son papillon. Il le disait comme si c'était un compliment pour nous deux. Ce n'en était pas un. Je suis partie à Lyon pour mes études d'ingénieur et je ne suis jamais revenue. Je me disais que c'était pour le marché du travail, pour vouloir travailler sur des projets de génie civil complexes. La vérité, c'est que je voulais juste respirer un air qui ne soit pas imprégné du parfum de ma mère. J'ai rencontré mon mari, Thomas, lors de ma 2e année. C'est un infirmier en pédiatrie, l'homme le plus bienveillant que j'ai jamais connu, et il m'a demandé en mariage sur un sentier de randonnée 2 ans plus tard avec une bague que sa grand-mère lui avait léguée. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans un vignoble près de Saint-Émilion. 22 personnes sont venues. Aucune n'appartenait à ma famille. C'est important. Je veux que vous compreniez. Ma famille était invitée. Ma mère a décliné l'invitation la semaine même où elle a confirmé sa présence à une soirée de charité prestigieuse. Mon père a prétexté une urgence notariale. Il ne pouvait pas se déplacer. Amélie a envoyé un vase en cristal et une carte disant qu'elle regrettait de ne pas pouvoir être des nôtres. J'ai pleuré dans les toilettes de la salle de réception 20 minutes avant de marcher vers l'hôtel. Et puis j'ai séché mes larmes et j'ai épousé l'homme que j'aimais. Et je me suis dit que c'était fini. Sauf que ce n'était pas fini, car 2 ans et demi plus tard, je suis tombée enceinte. Je veux être
Honnête sur un point. La grossesse m'a changé. J'avais passé des années à me blinder contre ma famille, à construire cette épaisse carapace autour de la partie de moi qui voulait encore être aimée par eux. Et au moment où j'ai vu ce deuxième trait rose, la carapace s'est fissurée. J'ai appelé ma mère avant tout. Le monde, hormis Thomas. Je pleurais. Je lui ai dit que j'en étais à 12 semaines, que nous avions attendu de passer le premier trimestre, que le médecin disait que tout semblait parfait. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Laisse-moi en parler à ton père. » J'ai demandé si je pouvais lui annoncer moi-même. Elle a répondu qu'il était au bureau et qu'elle ne voulait pas que je dérange son après-midi. Elle s'en chargerait. Elle lui en parlerait au dîner et le ferait me rappeler. Il ne m'a pas rappelé. J'ai attendu 2 jours. Puis j'ai appelé le bureau. Directement. La réceptionniste, une femme nommée Delphine, qui travaillait pour mon père depuis que j'étais au collège, m'a dit qu'il était en réunion. J'ai laissé mon nom. Il n'a pas rappelé. J'ai rappelé la semaine suivante. Même chose. À 16 semaines de grossesse, j'avais appelé 11 fois et n'avais jamais réussi à lui parler. Ma mère ne cessait de me dire qu'il était occupé, qu'il voyageait, qu'il était stressé par un contrat. Il était heureux pour moi, mais tu sais comment est ton père. J'aurais dû prendre l'avion. Je le sais. Maintenant. J'aurais dû descendre à Bordeaux, entrer dans son bureau, poser ma main sur mon ventre et l'obliger à me regarder. Mais j'étais enceinte, les nausées matinales s'étaient transformées en malaise constant, et mon gynécologue m'avait déconseillé de voyager avant que mon 2e trimestre ne soit plus avancé. Alors j'ai attendu. Je lui ai envoyé des courriels. Je lui ai envoyé une photo d'échographie avec une longue lettre. Je n'ai jamais eu de réponse. Ma mère m'a dit qu'il avait pleuré en voyant la photo. Elle m'a dit qu'il était submergé par l'émotion, qu'il avait toujours été comme ça, que les hommes de sa génération ne savaient pas exprimer leurs sentiments à propos des bébés. Elle m'a conseillé de lui laisser du temps. J'ai laissé du temps. Au moment où ma fille est née, j'avais cessé d'essayer. Les parents de Thomas sont venus pour la naissance. Ils ont tenu Junia dans la chambre d'hôpital et ont pleuré, et sa mère lui a murmuré des mots d'une douceur que je n'oublierai jamais. Et je suis restée allongée là, dans mon lit, en pensant que c'était ainsi que les grands-parents étaient censés être. Nous l'avons nommée Junia. D'après la grand-mère de Thomas qui nous avait offert la bague. J'ai envoyé le faire part quand même. J'en avais commandé une centaine, des cartes en papier crème gaufrée avec son nom, sa date de naissance et une petite aquarelle d'une branche de poirier, car les poiriers étaient en fleurs devant la fenêtre de la maternité quand j'ai accouché. J'en ai adressé un à mes parents. Un autre à Amélie et Damien. J'ai envoyé un album photo du 1er mois de sa vie au bureau de mon père, ce genre d'objet relié en cuir qu'il affectionne, avec une note disant « Pour ton bureau, afin que tu puisses la voir chaque jour jusqu'à ce que tu la rencontres. » Je n'ai jamais eu de nouvelles. Pendant 10 mois, je me suis dit que mon père était en train d'assimiler, qu'il avait honte de la façon dont il avait géré la grossesse et ne savait pas comment arranger les choses. Je me suis dit que ma mère faisait écran pour lui par amour. Je me suis dit qu'Amélie était prise entre 2 feux. J'ai envoyé une carte de Noël avec Junia. Dans une robe en velours rouge. J'ai envoyé une photo de Pâques où elle tenait un lapin en peluche. J'ai envoyé des photos pour chaque étape de son développement. J'appelais ma mère un dimanche sur 2, et chaque fois que je posais des questions sur mon père, elle disait qu'il allait bien, qu'il
m'envoyait tout son amour, qu'il était juste très occupé. Puis, à la fin du mois d'août, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit que mon père allait avoir 66 ans en octobre et qu'elle et Amélie organisaient une fête combinant son anniversaire et leurs 40 ans de mariage dans le club privé de la ville. Elle voulait que je vienne. Elle m'a dit que cela compterait énormément pour lui. Elle m'a dit qu'Amélie avait une annonce spéciale à faire lors de la soirée et que la présence de toute la famille rendrait l'instant parfait. J'ai demandé si cela signifiait qu'Amélie était enceinte. Il y a eu une pause, puis ma mère a dit, d'une voix étrangement joyeuse, je ne suis pas censée vendre la mèche, mais oui, nous sommes tellement enthousiastes. Le premier petit enfant, le premier petit enfant. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Thomas était au travail. Junia était dans sa chaise haute en train de lancer des céréales au chien. Je me suis assise sur le sol et je l'ai regardé, cette petite personne. Avec les yeux de son père et une petite mèche de cheveux sombres dressée à l'arrière de la tête. Et j'ai pensé aux mots que ma mère venait de prononcer. Le premier petit enfant, et quelque chose en moi qui s'était plié pendant un an a fini par rompre. Je n'ai rien dit à ma mère. J'ai promis de venir. J'ai promis d'apporter un cadeau. J'ai dit que j'avais hâte d'y être. Puis j'ai raccroché et j'ai appelé Amélie. Ma sœur a décroché à la deuxième sonnerie, d'un ton enjoué et distrait. Coucou ma chérie, a-t-elle dit avec ce ton sirupeux qu'elle utilise pour les gens qu'elle essaie de manipuler. Je lui ai demandé si maman lui avait dit qu'elle m'avait invité. Bien sûr, a répondu Amélie. Bien sûr que tu dois être là. Puis je lui ai demandé sans détour quelle annonce elle comptait faire. Elle a ri. Elle a dit que c'était une surprise, qu'elle adorerait que je sois là. J'ai demandé, tu vas annoncer à papa que tu es enceinte? Il y a eu un silence. Puis elle a dit d'une voix prudente, Élodie. Je le dis à maman et papa depuis un mois déjà. Nous voulions attendre le gala pour l'officialiser à toute la famille élargie. J'ai rétorqué, Amélie, j'ai une fille. J'ai une fille depuis 10 mois. Elle a dit, je sais, ma chérie. J'ai demandé, papa est au courant? La pause qui a suivi fut la plus longue de ma vie. Elle a dit, Élodie, papa a traversé beaucoup de choses cette année. Le dossier Wilkins a failli capoter. Sa tension a été épouvantable. Maman et moi, nous l'avons protégé de tout stress. Il n'a pas besoin qu'on lui rappelle. Pour le moment que tu es parti refaire ta vie loin de nous. On a pensé qu'il était plus doux de laisser les choses se calmer. J'ai dit, tu es en train de me dire qu'il ne sait pas que j'ai eu un bébé? Elle a répondu, il sait que tu as eu un enfant. J'ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit. Il sait, il n'a juste pas vraiment, tu vois, accroché avec ça. Et honnêtement, Élodie, tu n'as pas facilité les choses. Tu n'étais pas là. Tu as envoyé des tas de cartes, mais tu n'es jamais revenu à la maison. C'est un homme à l'ancienne. Il a besoin de faire partie de ces choses en personne. Je l'ai interrogé sur l'album photo que j'avais envoyé à son bureau. Elle s'est tue à nouveau. Puis elle a dit que la réceptionniste le lui avait donné parce que papa voyageait et qu'elle avait eu l'intention de me le rapporter, mais avec tout ce qui se passait, elle avait oublié et il devait probablement traîner dans un tiroir quelque part. J'ai dit, Amélie, je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas jeté mon faire-part. Elle a dit qu'elle devait y aller. Elle a dit que nous en reparlerions à la fête. Je suis restée assise sur le sol de la cuisine. Longtemps après cela, Junia s'était endormie dans sa chaise haute. Son petit poing refermé sur un morceau de céréales.
Le chien m'observait et j'ai pensé, la façon dont on pense quand quelque chose en soi est devenu très calme et très froid. J'ai pensé, non, non, nous ne jouerons pas à ce jeu-là. J'ai pris un avion pour Bordeaux 4 jours avant le gala. J'ai dit à ma mère que je voulais venir plus tôt pour aider. Elle était ravie. Elle m'a réservé une chambre dans l'hôtel particulier près du club, le même où mes parents avaient passé leur nuit de noces 40 ans auparavant, et elle m'a dit qu'Amélie viendrait me chercher à l'aéroport. J'ai dit de ne pas s'en soucier, que je louerais une voiture. J'avais besoin de liberté. La première chose que j'ai faite en atterrissant, c'est de conduire jusqu'au bureau de mon père. Delphine était toujours à l'accueil. Son visage s'est illuminé en me voyant. Elle a dit, mon Dieu, Élodie, tu ressembles trait pour trait à ta mère quand elle était jeune. Elle a demandé si j'étais là pour surprendre mon père. Je lui ai demandé très gentiment si elle se souvenait de l'album photo que j'avais envoyé de moi. Après la naissance de ma fille, celui relié en cuir avec l'inscription dorée. Son visage a changé. Elle a dit que oui, elle s'en souvenait. Elle a précisé qu'elle l'avait posé personnellement sur son bureau. Elle a dit qu'il avait disparu quelques jours plus tard, et quand elle l'avait interrogé à ce sujet, il n'avait pas semblé savoir de quoi elle parlait. J'ai demandé, est-ce que mon père sait que j'ai un bébé? Elle m'a regardé longuement. Cette femme qui m'avait soigné le genou lors de l'arbre de Noël du cabinet quand j'avais 8 ans. Elle a dit, chérie, il m'a demandé le mois dernier si tu comptais enfin te stabiliser et fonder une famille. J'ai cru à une blague. J'ai ri. Je suis retournée à ma voiture de location et je suis restée les mains sur le volant. Pendant 10 minutes sans bouger. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison d'Amélie. Elle habitait dans un hôtel particulier rénové dans le quartier historique. Sa gouvernante, une femme charmante nommée Alda, m'a reconnue grâce aux photos et m'a laissé entrer avec un câlin. Elle a dit qu'Amélie était à son cours de yoga prénatal. Elle m'a dit de m'installer confortablement. Je me suis installée très confortablement. J'ai commencé par le bureau d'Amélie, la pièce qu'elle avait décorée comme si elle sortait d'un film de Nancy Meyers. Des étagères blanches. Et des livres triés sur le volet. J'ai fouillé ses tiroirs. J'ai trouvé les notes de frais du gala. J'ai trouvé les reçus d'une séance photo de maternité. Et dans le tiroir du bas, scellé dessous, une petite enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 3 choses. L'album photo que j'avais envoyé à mon père. Intact. Le film plastique était encore dessus. Le faire-part de naissance. Que j'avais envoyé à mes parents, papier crème, aquarelle de Poirier, non. Ouvert, et une clé USB. J'ai tout pris. Je les ai mis dans mon sac, je suis sortie de chez elle et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel, les mains tremblantes sur le volant. Dans ma chambre, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur. C'était un dossier rempli de fichiers, des dizaines, des photos que j'avais envoyées à ma mère et qui avaient été transférées à Amélie. La vidéo du premier rire de Junia que j'avais envoyée sur le groupe WhatsApp familial, des captures d'écran de mails que j'avais écrits à mon père et qui avaient été transférés depuis le compte de ma mère vers celui de ma sœur. Et dans un dossier intitulé « Divers », j'ai trouvé quelque chose qui a arrêté mon cœur. C'était une série de messages entre ma mère et ma sœur datant d'il y a presque 1 an, à mon sujet. Comment empêcher mon père d'être trop impliqué, comment ma mère avait intercepté l'album photo avant que Delphine ne puisse le mettre sur le bureau, comment Amélie avait dit à mon père, avec désinvolture, que j'avais décidé de ne pas envoyer de faire-part parce que je traversais une passe difficile avec la famille. Comment ma mère avait convenu qu'il valait mieux ne pas le brusquer.
Comment le vrai premier petit enfant serait le bébé d'Amélie et combien ce serait merveilleux pour papa, qui avait toujours voulu un héritier bordelais. Comment la question de l'héritage se résoudrait naturellement si Élodie restait déconnectée. La question de l'héritage. Je suis restée assise sur le lit dans ce joli hôtel et j'ai lu chaque message. J'ai lu comment ma mère avait jeté la photo de Pâques. J'ai lu comment Amélie avait ri en voyant la photo des 6 mois de Junia, comment elle avait dit que le bébé ressemblait à une patate. J'ai lu comment ma mère avait demandé à mon père, hypothétiquement, ce qu'il ferait si l'une de ses filles avait un enfant hors mariage sans le lui dire. J'ai lu la capture d'écran de sa réponse, dans son style habituel en majuscule sans ponctuation, je couperai les ponts, ce n'est pas la famille, c'est une insulte. Hors mariage. Elle lui avait dit que je n'étais pas mariée. J'ai appelé Thomas. Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux longtemps. Puis, il a dit, de cette voix calme qu'il utilise quand il essaie de ne pas briser quelque chose, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit que je voulais qu'il et Junia prennent l'avion le jour du gala. Je lui ai dit que je les voulais au club à 19h30 pile. J'ai dit que j'avais besoin de 3 jours pour tout organiser. Il a demandé, tu es sûr? J'ai dit, oui. Il a dit, d'accord. Les 2 jours suivants, j'ai travaillé. Je suis allée voir l'avocat de mes parents, un vieil ami de la famille nommé Maître Panlan, et je lui ai posé une question hypothétique sur la possibilité de contester une procuration. Si le mandant avait été trompé. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai tout raconté, je lui ai montré les messages. Il est devenu très calme, puis il m'a demandé de lui laisser tout cela. Il a dit, ton père doit voir ça. Ton père doit voir ça immédiatement. J'ai dit non. J'ai dit que j'avais besoin de 3 jours de plus. J'ai dit que je voulais que mon père voie sa petite fille d'abord. Maître Panlan a hoché la tête lentement. Il a dit, Élodie, je connais ton père depuis 37 ans. C'est un homme dur et fier, mais ce n'est pas l'homme que ta sœur prétend qu'il est. Il a ajouté, fais ce que tu as à faire à cette fête. Je serai là. J'aurai tout préparé. Je suis allée chez un imprimeur du centre et j'ai fait faire des agrandissements, de très grands, de la taille d'une affiche, la photo de la maternité avec Junia dans mes bras 1 heure après sa naissance. Sa photo d'un mois sur une peau de mouton. Son premier Noël. Ses 6 mois, assise dans une citrouille. Une photo d'elle parmi les fleurs de poirier, prise dans notre jardin, portant la même petite robe brodée que celle que je portais sur une photo que mon père gardait sur son bureau. J'en ai fait monter 3, emballés dans du papier craft, et je les ai cachés dans le coffre de ma voiture de location. J'ai demandé à Thomas de réserver son vol. J'ai acheté une robe pour le gala, une soie vert foncé que ma mère considérerait comme beaucoup trop moderne. Le matin de la fête, je suis allée au club très tôt, avant que le personnel n'ait fini la mise en place, et j'ai demandé à la coordinatrice, une femme nommée Priska, si je pouvais emprunter le projecteur et l'écran pour un diaporama familial de 5 minutes pendant les discours. Je lui ai dit que c'était une surprise pour mon père. Elle a accepté. Je lui ai remis une clé USB. Le gala a commencé à 19h. J'étais là à 18h45. Ma mère m'a vue la première. Elle a flotté vers moi dans une robe en perles ivoire, m'a embrassé sur les 2 joues, m'a dit que j'avais l'air maigre. Elle m'a présenté à des gens que je connaissais depuis l'enfance comme s'ils ne m'avaient jamais rencontré. Voici ma fille aînée, Élodie, disait-elle. Elle vit à Lyon maintenant. Elle conçoit des bâtiments.
Elle racontait l'histoire de ma carrière de façon à laisser entendre que j'avais abandonné la famille. Amélie est arrivée à 19h pile, rayonnante dans une robe rose pâle avec une ceinture soulignant son ventre. Mon père suivait, la main posée sur le bas de son dos, comme s'il s'agissait d'une mariée. Il m'a vu. Il a hoché la tête. Il a continué à marcher. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Je veux que vous sachiez que je l'ai ressenti. Je veux que vous sachiez que même après tout ce que j'avais lu, même après tout ce que je savais, j'ai ressenti ce signe de tête comme une gifle. Il est passé devant sa fille aînée sans un geste d'affection, en route pour escorter sa cadette à sa table. Et une petite voix en moi a murmuré, « Tu peux encore partir. Tu peux faire demi-tour maintenant. Tu peux sortir et ne jamais revenir, et le reste de ta vie sera paisible. » Mais Junia, ma Junia, qui dormait en ce moment dans un hôtel à 3 kilomètres avec son père, sans savoir encore que son grand-père avait été informé qu'elle n'existait pas. Non. Le dîner a continué. Je suis restée assise à la table familiale et j'ai écouté ma mère faire la conversation. J'ai regardé ma sœur briller. J'ai regardé mon père, cet homme que j'avais craint, admiré et que j'avais désespérément cherché à satisfaire toute ma vie, lever son verre à 20h15 pour son premier toast. Il a parlé de ma mère. Pendant 10 minutes. Il a parlé d'Amélie et de son mari pendant 5. Il a expliqué qu'il lui offrait le plus beau cadeau de sa vie, le cadeau d'un petit enfant, la génération suivante. Il a dit, et je ne l'oublierai jamais. Jusqu'à la fin de mes jours. Il a dit, j'avais presque perdu espoir. 40 ans de mariage, et je pensais que cette vieille maison n'entendrait jamais plus le son d'un bébé. La salle a poussé un soupir. Les gens essuyaient leurs larmes. Ma mère s'est tamponnée le visage avec sa serviette. Amélie a posé sa main sur son ventre et a regardé notre père comme s'il était un saint. Il s'est tourné vers moi. Toute la salle regardait. Il a levé son verre dans ma direction, ce petit geste réticent, et il a dit, « Et Élodie, bien sûr, nous espérons qu'un jour ce sera ton tour aussi. Un jour prochain, ma chérie. Ne nous fais pas attendre trop longtemps. » Je me suis levée. J'ai tenu mon propre verre. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai dit dans ce silence, « Papa, cela fait 10 mois que tu étais invité. » Personne n'a bougé. J'ai dit, son nom est Junia. Elle porte le prénom de la grand-mère de Thomas. Thomas est mon mari. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Tu étais au mariage pendant 30 secondes dans une vidéo qu'Amélie a filmée. Elle ne te l'a pas montré. Ma mère était déjà debout. Élodie, a-t-elle sifflé. Assieds-toi. Assieds-toi tout de suite. J'ai dit. Elle est née un mardi matin à 4h19. Elle pesait 3,3 kilos. Je t'ai envoyé un album photo. Je t'ai envoyé un faire-part de naissance. J'ai envoyé des cartes de Noël, des cartes de Pâques et 10 mois de photos et aucune d'entre elles n'est jamais arrivée entre tes mains. Elles ont été interceptées. Chacune d'entre elles, par maman et par Amélie. Toute la salle était devenue silencieuse. Priska, cette femme magnifique et brillante, lançait déjà le diaporama. La première photo de ma fille est apparue sur l'écran derrière mon père, immense. Junia à l'hôpital, sa minuscule main entourant mon doigt. La salle a eu un hoquet de surprise. Mon père s'est retourné. Il l'a vu. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose que je n'attendais pas. Mon père, qui ne m'avait pas serré dans ses bras en entrant, qui avait porté un toast à ses 40 ans de mariage tout en effaçant sa première petite fille, mon père a fait 2
pas vers l'écran, et ses genoux ont flanché. Il s'est effondré sur sa chaise. Il a porté la main à sa bouche. La photo suivante est apparue, Junia souriante. Dans sa grenouillère aux abeilles, et il a émis un son. Je n'avais jamais entendu un homme adulte faire un tel bruit de toute ma vie. Amélie bougeait. Déjà. Elle essayait d'atteindre le projecteur. Elle disait quelque chose sur un malentendu, sur la façon dont j'avais toujours été jalouse, sur le fait que ce n'était pas le moment. Ma mère lui a agrippé le bras. Toute la salle regardait. J'ai dit, et c'était la partie que j'avais répétée, celle que j'avais écrite à l'hôtel la veille, Maître Penland est ici ce soir. Il est l'avocat de mon père depuis 37 ans. Il a des copies de chaque message que maman et Amélie se sont envoyés ces 14 derniers mois, planifiant comment garder ma fille secrète. Il a les relevés bancaires prouvant qu'Amélie a détourné de l'argent du fonds que grand-père avait créé pour nous deux en utilisant de fausses signatures de ma part. Il a les preuves. Il a tout. J'ai regardé mon père. J'ai dit, papa. Thomas est en bas dans le hall avec Junia. Elle attend toute la soirée pour te rencontrer si tu le souhaites. Mon père s'est levé. Il pleurait. Cet homme que je n'avais jamais vu pleurer de ma vie, qui n'avait pas pleuré à l'enterrement de sa propre mère, pleurait ouvertement à son gala de 40 ans devant 200 personnes. Il a regardé ma mère. Il a regardé Amélie. Il a regardé l'écran où une photo de Junia dans son costume d'Halloween, une petite poire avec un chapeau en forme de feuille verte, remplissait la salle. Il a dit, emmenez-moi à elle. Il n'a pas adressé un seul mot de plus à ma mère ou à ma sœur. Il a traversé toute la longueur de la salle de bal avec moi, devant chaque personne qui comptait dans la société bordelaise. Et il n'a pas regardé en arrière une seule fois. Thomas était dans le hall, debout près de la fontaine, tenant notre fille qui portait une robe en velours bleu marine avec des collants blancs. Elle était réveillée. Elle regardait les lustres avec ce regard ébahi, celui où sa bouche forme un petit O. Mon père s'est arrêté à 3 mètres. Il ne pouvait pas s'approcher davantage. Il est juste resté là, pleurant en silence, et puis il a dit, puis-je? Thomas s'est approché et a mis ma fille dans les bras de mon père. Junia, qui est normalement méfiante avec les étrangers, qui hurle quand mon dentiste essaie de lui faire coucou, a regardé le visage de mon père et a posé sa minuscule main sur sa joue. Elle a dit, Bimba. Elle l'a dit très clairement. Bimba. Mon père s'est assis sur le rebord de la fontaine. Il a tenu ma fille. Il a pleuré. Et puis il a ri, et puis il a pleuré à nouveau. Et Junia lui tapotait le visage comme si elle rassurait un vieil ami. Il a levé les yeux vers moi. Il a dit, Élodie, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. J'ai dit, je sais, papa. Je sais. La chute fut rapide. Maître Penland a déposé les documents le lundi suivant. L'enquête pour faux et usage de faux est devenue fédérale, certains fonds étant passés par des circuits complexes. Amélie a été mise en examen 3 semaines plus tard. Elle a perdu son siège au conseil d'administration de la Ligue caritative, puis celui de la Société historique, et enfin son accès au club privé. Damien a demandé le divorce 6 semaines après le début de l'enquête, citant des irrégularités financières et ce qu'il a appelé une perte totale de confiance. Elle vit actuellement dans la dépendance de mes parents en attendant son procès. Son bébé est né en mars, un petit garçon en bonne santé. Mon père paie les factures médicales. Il n'a pas vu l'enfant. Ma mère a passé 2 mois dans ce qu'elle appelle une cure de bien-être dans les Alpes.
Quand elle est revenue, mon père avait déménagé. Il a entamé une procédure de séparation légale. Il lui a dit, et elle me l'a confié plus tard en pleurant au téléphone, qu'il pouvait lui pardonner beaucoup de choses durant leur mariage, mais qu'il ne pouvait pas lui pardonner d'avoir volé sa petite fille. Il a déménagé à Lyon en février. Il a acheté une petite maison à 6 rue de la Nôtre. Junia l'appelle Bimba, c'est ce qu'elle a trouvé toute seule. Il vient la chercher à la crèche 2 jours par semaine. Il n'a manqué qu'un seul de ses rendez-vous en 8 mois depuis son installation, et c'était parce qu'il était à l'hôpital pour une opération de la hanche. Et Thomas a emmené Junia dans sa chambre de réveil avec un ballon. Je vois ma mère 2 fois par an. Nous déjeunons ensemble. Nous restons polis. Elle n'a pas rencontré ma fille, et je ne sais pas si elle le fera un jour. Je suis enceinte à nouveau, soit dit en passant. Un garçon cette fois, prévu pour juin. Quand je l'ai dit à mon père, il s'est assis sur notre canapé, a mis son visage dans ses mains et a pleuré longtemps. Puis il a levé les yeux et a dit: cette fois, s'il te plaît. Je veux être au courant le jour même. Je veux être la 2e personne que tu appelles. Il a ajouté: j'ai raté le coche une fois. Je ne le raterai plus. J'ai dit: papa, tu seras le 2e appel juste après Thomas. Je te le promets. Il a répondu: je ne mérite pas ça. J'ai dit: tu le mérites maintenant. Et nous étions assis sur le canapé dans mon salon, avec ma fille endormie à l'étage, mon mari cuisinant le dîner dans la cuisine et un bébé grandissant en moi dont mon père connaîtrait l'existence dès le premier battement de cœur. Et j'ai pensé: c'est ce que j'ai failli perdre. C'est ce qui a failli m'être arraché. Et j'ai pensé à quel point j'étais passé près de ne jamais connaître la vérité. De débarquer à Noël une année et de trouver le fils de ma sœur sur les genoux de mon père. De l'entendre appeler le premier-né. De voir ma propre fille rayée d'une famille qu'elle n'a jamais pu connaître. J'y pense parfois. J'y pense quand Junia arrive en trottinant dans la cuisine le matin, voit son grand-père à table et court vers lui les bras levés. Je pense à la version de ma vie où j'étais restée silencieuse, où j'avais laissé faire, où je m'étais raconté l'histoire que mon père était juste un homme occupé, ma sœur une fille écervelée et ma mère quelqu'un qui faisait de son mieux. Je suis tellement heureuse d'avoir tenu tête. Je suis tellement heureuse d'avoir conduit à Bordeaux 4 jours en avance. Je suis tellement heureuse que ma fille ait un Bimba qui est présent. Si vous écoutez ceci et qu'il y a quelqu'un dans votre famille à qui l'on a raconté une version de vous qui n'est pas vraie, s'il vous plaît, n'attendez pas. N'assumez rien. Ne laissez pas d'autres personnes être le pont entre vous et ceux que vous aimez. Prenez le téléphone. Prenez l'avion. Entrez dans la pièce. La vérité ne se livrera pas toute seule. La mienne a failli ne pas le faire. Je pense à cette nuit au club plus souvent que je ne devrais. Non pas à cause du diaporama, ni de mes parents, ni du silence qui est tombé sur 200 personnes quand j'ai prononcé le nom de ma fille à haute voix pour la première fois dans cette salle de bal. Je pense à la version de moi qui a failli ne pas y aller. La version qui a failli rester à Lyon ce week-end-là, qui a failli laisser le mensonge devenir permanent, qui a failli laisser ma mère et Amélie effacer ma fille de notre histoire familiale. Une décision silencieuse à la fois. Pendant 10 mois, je m'étais raconté une histoire gentille. Je me disais que mon père était juste occupé. Je me disais que ma mère voulait bien faire. Je me disais que ma sœur était prise au milieu. J'ai déguisé la lâcheté en patience. Et j'ai appelé cela être la personne la plus mûre. Et pendant que j'étais là,
Personne la plus mûre, mon propre enfant était effacé du seul grand-père qu'elle n'aurait jamais. Ce que personne ne vous dit sur le fait d'être la fille là moins favorisée, c'est que vous passez toute votre vie à attendre que le favoritisme soit un malentendu. Vous pensez que si vous accomplissez assez, partez assez loin, restez assez silencieuse, les gens qui vous ont blessé finiront par réaliser ce qu'ils avaient. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Parce que le favoritisme ne vous concernait pas en premier lieu. Il s'agissait de ma mère ayant besoin d'une fille qui ne quitterait jamais l'orbite de son approbation. Et d'Amélie prête à jouer ce rôle pour une part d'héritage qui n'était jamais la sienne seule. J'ai dû apprendre, tardivement et douloureusement, que se protéger n'est pas la même chose que protéger sa paix. La vraie paix exige du courage. La vraie paix exige ce moment où vous vous levez à une longue table devant 200 personnes et dites la vérité à haute voix. Même quand votre voix tremble, même quand votre mère vous siffle de vous asseoir, même quand chaque cellule de votre corps se souvient de la fille discrète qui ne faisait jamais de scène, je n'ai pas été discrète ce soir-là. Et le monde ne s'est pas écroulé. Ma famille, elle, a pris fin. La fausse version? Celle qui me voyait poser pour des cartes de Noël à côté de personnes qui me volaient. Mais quelque chose de plus vrai attendait en dessous. Un père qui a porté ma fille jusqu'à la fontaine et a pleuré. Un mari qui a traversé le pays avec notre bébé en robe de velours et n'a jamais demandé pourquoi j'avais besoin qu'il soit là. Un grand-père qui vient chercher Junia à la crèche 2 fois par semaine maintenant et n'a pas été en retard une seule fois. Si vous retenez une chose de mon histoire, retenez ceci, les gens qui vous aiment ne laisseront pas d'autres personnes parler pour vous. Si quelqu'un dans votre vie insiste pour être le pont entre vous et les personnes que vous aimez, demandez-vous pourquoi. Les ponts sont faits pour être traversés. Ceux qui les construisaient montent la garde à la porte ne protègent personne d'autre qu'eux-mêmes. Contournez-les. Prenez le téléphone. Allez au bureau. Présentez-vous à la porte. Avec le bébé dans les bras. Laissez-les voir ce qu'ils ont prétendu ne pas exister. J'ai failli attendre trop longtemps. Ne faites pas la même erreur.